Bonjour et merci d'être là pour ce deuxième petit Technotone. Donc sur le charbon et le nucléaire et le renouvelable, mythe et réalité, présenté par Pascal. Je te laisse. Bonsoir à tous, je suis contente de présenter cette conférence. Donc je vais me présenter en quelques mots pour vous expliquer pourquoi je fais cette conférence et pourquoi je m'intéresse à ce sujet. Donc en fait, j'ai passé à peu près 16 ans de ma vie à travailler dans l'industrie, productrice d'électricité, qui n'est pas EDF, mais c'est tout comme, et dans le domaine du charbon en fait. Donc comment on fabrique de l'électricité à partir du charbon. Donc c'est absolument un process qui est passionnant, bien qu'il ait d'énormes désavantages, mais je vais quand même vous présenter la chose pour vous montrer qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont faits, il y a beaucoup de choses de pas très connues sur le sujet. Donc, je vous ai mis les 3 petits logos là parce qu'en fait, ça correspond à mon activité actuelle. En fait, il y a 4 ans, je suis sortie de ce circuit où j'étais dans l'industrie du charbon, du cycle combiné gaz, donc voilà, du fossile et de l'éolien, parce que j'ai travaillé aussi sur des projets éoliens, ce qui me permettra de vous en parler un peu. J'ai monté ma boîte de formation conseil qui s'appelle 3E Partner, donc 3E pour énergie, efficacité, environnement, donc qui reprend un peu tous ces aspects-là. C'est à partir de ce moment-là que je me suis intéressée à l'énergie, mais dans d'autres filières, dont le nucléaire. Donc voilà. Et ça m'a permis de faire un peu un comparatif, de voir les différents aspects des choses. Et voilà, je me suis auto-formée. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai été visiter des tas de centrales, j'ai été visiter le futur centre de stockage CIGEO dans la Meuse. Voilà, j'ai lu plein de bouquins, plein de publis. Donc, je ne suis pas super spécialiste, mais j'ai vraiment un intérêt pour le nucléaire. Voilà, ensuite, je vous ai mis les 2 petits logos parce qu'à côté de ça, je fais de la communication scientifique, de la vulgarisation au sein du Café des Sciences. Donc, mon blog s'appelle Le Monde et Nous. Il existe depuis 11 ans à peu près. Donc, j'y parle un peu de tout ce qui m'intéresse. Un peu de tout. Et puis aussi, je m'occupe d'un site qui s'appelle Qui dit Science. C'est un site de vulgarisation des sciences, mais vraiment destiné aux enfants. Donc tous les mercredis, sauf aujourd'hui, tous les mercredis, on sort un article et voilà, ça, pareil, ça parle de tout. Voilà. Donc je vous ai mis pour démarrer des petites photos de tout ce qu'on va voir. Voilà, donc j'ai pas de pointeur, donc on va essayer de se débrouiller sans. Donc en haut à gauche, c'est une centrale thermique au charbon, donc on reconnaît la cheminée rouge et blanche. Donc je trouvais cette photo intéressante parce qu'on voit le réfrigérant. Merveilleux. On voit le réfrigérant atmosphérique qu'on associe en général à du nucléaire. Donc voilà, pour vous dire que le réfrigérant atmosphérique, ça vraiment n'a rien à voir avec le système de source chaude, hein, qu'est-ce qui apporte l'énergie. Ensuite, donc là, c'est des grains de charbon en combustion, sachant que voilà, vu la taille des grains, c'est pas vraiment la méthode la plus adaptée pour faire la combustion du charbon. Donc ensuite, qu'est-ce que vous avez? Ici, vous avez un cycle combiné gaz, c'est un cycle combiné gaz chez EDF. Donc c'est le record mondial de rendement, donc voilà, c'est intéressant de savoir que ça existe et puis qu'il y a quand même plein d'efforts de fait pour être efficace, donc pour faire le minimum de CO2. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Donc on passe, alors ici peut-être, donc ça c'est une grosse installation dans une centrale thermique au charbon qui s'appelle un absorbeur, donc c'est quelque chose dont je vous parlerai un peu aussi. Ça permet de laver les fumées, parce que les fumées elles sont chargées de plein de trucs, et le fait de les faire passer dans cette grosse machine, dans cet absorbeur, ça permet de limiter la pollution. Donc la pollution il y en a, mais grâce à ça, on arrive à baisser les émissions en particulier de SO2, de mercure, enfin, voilà. La 1, 2, 3, 4e photo, oui, un parc éolien, donc je vous parlerai, voilà, comment ça se passe le montage d'un parc éolien, quelles sont les contraintes, les différentes étapes, et puis est-ce que ça marche de pousser comme ça l'éolien pour agir sur le climat. Voilà. Et puis toutes les photos qui sont dans la partie basse concernent le nucléaire. Donc là vous avez
la centrale de Gravelines avec les C6 réacteurs. Donc c'est une centrale que j'ai visitée il y a un peu plus d'1 an. Ça c'est Flamanville, donc avec les 2 premiers réacteurs et puis le réacteur, l'EPR en construction. Donc ça j'ai visité aussi en septembre l'année dernière. Et ici, vous avez le laboratoire souterrain qui permet d'étudier la possibilité de stocker les déchets nucléaires en stockage profond. Et puis ça, c'est des cailloux, mais ce n'est pas n'importe quel caillou, c'est les cailloux d'argilite, donc c'est la roche qui permet de contenir voilà, du laboratoire souterrain. Puis là, vous avez une petite maquette qui permet d'expliquer comment ça marche. Bon, voilà, donc c'est le programme. Je ne sais pas si on aura le temps de tout faire, mais c'est l'idée. Donc on va commencer par le charbon. Qu'est-ce que c'est qu'un grain de charbon? Parce que voilà, moi la première question que je me suis posée quand j'ai commencé à travailler, c'est mais c'est quoi un grain de charbon? C'est quoi la formule? Est-ce que ça existe? Est-ce qu'on peut mettre ça sous forme d'une formule? Et quel est le procédé le plus couramment rencontré pour produire de l'électricité à partir du charbon? Alors évidemment, on va parler de la pollution qui est liée à cette combustion, l'état des lieux, qu'est-ce qui est embêtant, d'où ça vient. Quelles sont les solutions pour réduire la pollution? Donc on ne va pas réduire le CO2, mais on va réduire plein d'autres choses. Et puis on fera un petit point sur les autres ressources fossiles. Voilà, donc en faisant ce petit point, on va faire un petit comparatif des émissions de CO2 par source d'énergie. Et puis voilà, du coup, on va se dire le nucléaire... c'est bien, donc c'est bien dans le sens, voilà, ça émet peu de CO2, mais ça suscite beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, et on va essayer de les passer en revue. Voilà, donc par exemple, les ressources d'uranium, pourquoi est-ce que ça ne posera pas de problème? Les accidents, qu'est-ce qui s'est passé? Les déchets, qu'est-ce qu'on va en faire? Et dans le futur, comment on va s'organiser? Alors, on parle aussi beaucoup du renouvelable. Est-ce que c'est une solution viable? Donc, on va l'éolien, comment ça marche? Quels sont les impacts? Et quelles sont les autres questions qu'on pourrait se poser? Alors, une petite vue de la production électrique mondiale par source d'énergie primaire. Donc, c'est une vision en 2017, donc c'est assez récent. Je suis désolée, c'est un peu écarté l'image, donc voilà, on ne voit pas très bien. Alors, qu'est-ce qu'on constate? En fait, on constate que dans le monde, la ressource première pour produire l'électricité, c'est le charbon, à peu près 40%. Suivi du gaz à 23%, et puis vient derrière l'hydroélectricité, le nucléaire. Et puis le renouvelable tel qu'on a l'habitude d'en parler, le solaire, l'éolien et le géothermique, voilà, qui occupent une place un peu, enfin, une place voilà, restreinte. Alors à droite, vous avez les différents pays et comment ces pays, c'est une vision assez récente aussi, 2017, voilà, qu'est-ce qu'on constate? Donc tout en haut, en fait, on voit la couleur bleue correspond à l'utilisation du charbon comme ressource pour produire l'électricité. Et puis en orange, c'est le nucléaire. Et puis en jaune, c'est le gaz. Donc voilà, le reste, on ne va pas trop en parler pour l'instant, mais voilà, on constate vraiment que le charbon occupe encore une place importante. Donc par exemple, tout en haut, on a, j'arrive pas trop à lire, on a l'Afrique du Sud, on a la Pologne. Pologne, la France et Alors, non mais je vais regarder sur mon PC. Donc on a l'Afrique du Sud, la Pologne, et puis la Chine, l'Australie. Alors voilà, je ne vais pas aller plus loin. Alors, ces pays-là, en fait, c'est vraiment des ressources c'est là où ils produisent encore beaucoup de charbon, donc du coup, ils l'utilisent parce que c'est quand même une ressource, du coup, pas très chère pour eux, donc ils peuvent produire grâce à ça. Donc en France, les 4 centrales au charbon qui restent, en fait, n'utilisent plus le charbon français depuis à peu près les années 2000. Et ils utilisent du charbon d'importation. Et c'est quoi le charbon d'importation? Voilà, ils travaillent avec du charbon sud-africain, du charbon australien, polonais. Voilà, c'est à peu près ce qui revient le plus souvent. Alors on voit juste la France là qui est un peu en dehors de tout le monde avec cette barre importante de nucléaire.
Et puis un peu en bas, si on peut en parler aussi, voilà, les pays qui sont de gros producteurs de gaz, ben, en fait, ils vont fabriquer leur électricité par le gaz. Du coup, là, ça paraît assez logique. On utilise des ressources du sol, en fait, voilà. Bon, voilà, juste pour ça. Donc, en fait, je pense que ça vaut le coup de s'intéresser le fossile, parce que c'est quand même la majorité des ressources pour fabriquer l'électricité, le nucléaire et puis le renouvelable. Alors, voilà, donc comme je fais de la vulgarisation pour les enfants, voilà, de temps en temps, vous allez retrouver des petits personnages qui ont déjà été utilisés pour des présentations. Voilà, ça permet d'égayer un peu. Et voilà, ça va être aussi un peu pédagogique, ma présentation. Donc du coup, je reviens juste à la base. Comment est-ce qu'on fait pour produire l'électricité? Donc il faut se souvenir que le vélo, le vélo avec la dynamo, on allume la lumière parce que on fait tourner les roues, et en faisant tourner les roues, on va faire tourner un aimant à proximité de bobines. Et puis du coup, dans les bobines, va apparaître, c'est l'induction, va faire apparaître un courant électrique. Donc du coup, pour faire du courant, il faut essayer de faire tourner un aimant à proximité de bobines électriques. Donc, il faut qu'on arrive à faire un mouvement de rotation. Du coup, il faut quelque chose qui tourne, ce qu'on appelle une turbine. Donc là, un petit schéma d'une turbine, une turbine qui va être couplée à un alternateur. Donc du coup, en faisant tourner cette turbine, on va produire l'électricité. Donc l'idée, c'est, on va partir du bout là, du petit schéma. L'idée, c'est, on fait l'électricité, comment on fait? Il nous faut un générateur alternateur. Pour entraîner cet alternateur, il faut quelque chose qui tourne, donc il faut une turbine. Et puis cette turbine, pour qu'elle tourne, il faut un fluide vecteur, quelque chose qui pousse, qui a suffisamment d'énergie pour entraîner cette turbine. Donc aussi, vous avez un exemple d'une turbine à vapeur, donc avec toutes ces ailettes. Donc on voit sur cette turbine, voilà, dans l'occurrence de la vapeur, à haute énergie pour l'entraîner. Donc vous avez donc la vapeur, vous pouvez faire entraîner avec du gaz, donc c'est la technologie turbine à gaz, ou encore cycle combiné gaz. Ensuite, on peut entraîner une turbine avec de l'eau, donc une eau qui est en hauteur, qui a une énergie potentielle, donc ça c'est l'hydroélectricité, ou bien on peut entraîner cette turbine avec du vent qui a une certaine vitesse, donc une certaine énergie cinétique. Donc, on va juste se concentrer sur l'aspect ici, parce que du coup, ça nous permet de voir les deux process, comment on fabrique de la vapeur. Pour fabriquer de la vapeur, il nous faut de l'eau, et l'eau, il faut qu'on la fasse chauffer. Donc, c'est ce qu'on appelle, il nous faut quelque chose pour la faire chauffer, ce qu'on appelle une source chaude. Donc, cette source chaude, on a plusieurs solutions. Qu'est-ce qui va apporter de la chaleur? Soit un réacteur nucléaire. Donc la réaction va libérer de l'énergie, de la chaleur qui va chauffer de l'eau, et du coup on va transformer cette eau en vapeur, et du coup on va pouvoir entraîner notre turbine. Ou bien on va faire brûler, on va faire de la combustion, donc il va nous falloir un combustible en mélange avec de l'air. Et ce combustible, ça peut être du fossile, donc charbon ou gaz. Donc là c'est plutôt une chaudière combustible solide, donc du charbon ou éventuellement de la biomasse. Voilà. Alors, si on part sur le charbon, voilà, le charbon, on va avoir plusieurs façons de le brûler. Puis, donc voilà, ça c'est des petits grains de charbon, mais quand on brûle du charbon, on va essayer de le pulvériser, de le rendre très fin pour être efficace. Donc là, c'est tous les mots qui vont revenir dans la présentation, ou des choses qui sont associées au charbon, donc la combustion évidemment, la réactivité, parce que tous les charbons ne sont pas équivalents, il y en a qui sont hyper réactifs, donc ça peut être bien, pas bien. Ils vont tous forcément produire du CO2, puisque c'est le but du jeu. Le but du jeu de faire une combustion, c'est pousser une réaction pour faire du CO2. Il va nous falloir une chaudière pour faire cette combustion, et puis pour faire l'échange entre cette combustion, la chaleur libérée par la combustion et l'eau, il nous faut des échangeurs. Les échangeurs, c'est des grands tubes dans lesquels circule de l'eau. Et puis voilà, cette eau qui va être chauffée, qui va se transformer en vapeur. Tout ça, il faut que ce soit le plus efficace possible. Donc efficacité, rendement, c'est à peu près les mêmes notions. Pourquoi on cherche un rendement le plus élevé possible? Parce que du coup, on va dépenser le moins possible en combustible, et puis on va émettre le moins de CO2 possible. Donc, on est gagnant sur tous les tableaux.
Après, tout ça peut ne pas bien se passer. On peut avoir, par exemple, des problèmes dans la chaudière. Donc, par exemple, on peut faire du slagging. Je ne vais pas vous détailler ça, mais du slagging, c'est du charbon qui se colle sur des tubes et du coup, il n'y a plus rien qui se passe. Enfin, ça nous embête. Alors, la combustion est faite, et du coup, le problème, c'est que ça a généré des fumées, et ces fumées s'échappent à la cheminée, et elles emmènent avec elles plein de poussière et plein de polluants gazeux. Dans le charbon, il y a un autre souci, c'est qu'il y a des minéraux. Et dans les minéraux, du coup, ça se retrouve dans la chaudière et puis on en fait ça se transforme en cendres. Donc ça aussi, c'est dans l'esprit de beaucoup de gens, c'est une pollution, sauf que les cendres, en général, on verra qu'on en fait quelque chose. Après, il y a des effluents liquides, forcément, puisque quand on met de l'eau, ça fait tout un circuit. À un moment donné, l'eau, elle est polluée, donc il va falloir éliminer tout ça, donc on a des effluents liquides. Mais tout ça est strictement réglementé, on n'a pas le droit de rejeter dans le milieu naturel tout ce qui est possible de faire, donc il y a de la réglementation qui va imposer des VLE. Des VLE, c'est des valeurs limites d'émission. Voilà, il y a des contrôles qui sont faits, et puis tout ça est organisé selon ce qu'on appelle des MTD, c'est-à-dire des meilleures techniques disponibles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va essayer le procédé il va être fait pour que tout se passe le mieux possible, avec le meilleur rendement et l'impact environnemental le plus faible. Voilà, ça va? Je ne vais pas trop vite? Alors, je ne vais pas tout détailler. Non, mais c'est juste pour vous montrer justement que c'est compliqué. C'est compliqué de brûler du charbon. Voilà, ça c'est une molécule de charbon. C'est pas simple. Enfin, c'est un exemple parce qu'il y en a plein. Il y a plein de types de charbon. Donc ça, c'est un exemple, c'est une photo à un instant T de ce qu'est une molécule de charbon. Alors, à côté de ça, à côté de cette partie organique, tous ces hexagones-là, c'est du carbone. C'est ça qui va donner le maximum d'énergie et c'est ça qui va donner du CO2. À côté de ça, vous voyez, il y a du soufre dans le charbon, dans la partie organique. Il y a de l'azote et ça, du coup, ça va donner des polluants gazeux. Ça va donner du SO2, ça va donner des NOx. Et tout ça va falloir gérer. Donc, on a des émissions dans l'air, ce que je viens de vous dire. Et puis, à côté de cette partie organique, il y a des éléments, où est-ce que je les ai écrits? Des éléments minéraux. Donc, plein de choses, des argiles, des carbonates, plus plein de métaux traces, dont ce fameux mercure. Et du coup, dans la combustion, tout ça va partir où ça peut, à la cheminée, dans les cendres, enfin voilà. Donc on aura des émissions dans l'air et des effluents solides qui sont les cendres, donc qui vont aussi avoir plein de propriétés. Voilà. Enfin, moi j'ai passé 15 ans à travailler là-dessus, et particulièrement les cendres. C'est super intéressant, enfin, il y a plein de questions à se poser. Alors si on fait une petite photo, je ne sais pas si j'ai appuyé, si, une petite photo d'une coupe, la photo que je vous ai montrée au début, si on fait une coupe de tout ça, on va voir que c'est un procédé qui est compliqué. Donc on a la chaudière, ici on a plein de tubes à l'intérieur, donc il y a plein de tubes qu'on ne voit pas là, mais là tout ça c'est recouvert de tubes. C'est ces tubes-là qui vont faire la vapeur. En fait, c'est de l'eau qui va remonter, qui va prendre de la chaleur et qui va arriver tout en haut là, ce qu'on appelle le ballon. Une partie qui va être évacuée sous forme de vapeur, une autre partie, on va encore retourner sous forme d'eau. Donc il y a tout un circuit une circulation qui s'organise. Et puis là, les choses en rouge, bleu, là, tout ça, c'est encore d'autres échangeurs. Ouais, c'est énorme parce que pour faire de la vapeur, c'est pas simple. Ça demande beaucoup d'énergie et puis on fait ça de façon bien poncée. Donc voilà, du coup, tout ça, là, la combustion s'est faite, on ressort et puis on ressort là jusqu'à la cheminée. Puis entre tout ça, il y a plein de choses. Donc je vous ai traduit. Bon, alors qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ici des broyeurs, parce que le charbon, on va le broyer pour le brûler, parce que c'est la façon la plus efficace de faire de la combustion. Là, c'est ce qu'on appelle le générateur de vapeur ou la chaudière. On retrouve ce terme-là en nucléaire aussi, les générateurs de vapeur. Voilà, alors qu'est-ce qu'on peut aussi dire? Il y a des laveurs dont je vous ai parlé un peu. Donc avant que les fumées ressortent à la cheminée, on les lave. Ça veut dire qu'on injecte une solution qui va piéger pas mal de polluants. Ensuite, vous avez aussi un truc important qui est le filtre, le dépoussiéreur. Donc il y a un système qui est prévu pour qu'on capture le maximum de poussière, sinon... Voilà. Donc ça, c'est des choses je trouve qu'on ne dit pas assez. C'est que le charbon, oui, c'est polluant, mais quand même, il y a quand même plein de moyens qui sont mis en œuvre
voilà, on dit le charbon, il met plein de CO2, plein de NOx, mais jamais on dit, bah oui, mais il y a quand même des méthodes pour les abattre, et puis les industriels les mettent en place, en fait. Alors, voilà, donc un petit schéma donc, qui vous montre tous les effluents qu'on peut trouver dans le charbon. Donc, je ne vais peut-être pas tous les faire, mais par exemple, tous les effluents et toutes les sources de pollution qu'on peut avoir. Donc, ne serait-ce que le stock de charbon, c'est comme il est broyé, il va y avoir des émissions de poussière qu'on dit fugitives, parce qu'avec le vent, enfin voilà. Donc, du coup, il y a des moyens qui sont mis en œuvre. On va humidifier le charbon pour que, étant humide, ça va plus coller, et du coup, moins d'envol. Il va y avoir de la lixiviation, c'est-à-dire le lot de pluie va lessiver un peu et puis risque d'emmener des éléments polluants dans le sol. Donc là aussi, on va mettre en œuvre des choses pour éviter ça. On brûle du charbon, on récupère des cendres à plein d'endroits. On récupère des cendres qui ont fondu. Je vous montrerai un exemple là tout à l'heure, qu'on appelle des cendres de foyer. Et puis, donc les fumées sortent, elles passent par ce qu'on appelle un réacteur SCR. C'est obligatoire maintenant sur toutes les centrales charbon. Qui veut dire, on a ça aussi sur les moteurs de voitures, certaines voitures, tracteurs, je crois. Ça veut dire réduction catalytique sélective. C'est un système, un réacteur avec des couches de catalyseurs qui vont venir piéger les NOx. Et ça, maintenant, toutes les centrales, normalement, sauf les pays qui ne sont pas aux normes les plus poussées, tous ces industriels qui se lancent doivent mettre une SCR. Donc ça, c'est pour piéger les NOx. Ça, c'est pour essayer de ne pas tomber. C'est pour piéger les poussières, comme je vous ai dit. Et puis, du coup, les poussières sont piégées, oui. Et donc, plein de poussières sont piégées. Et on va retrouver ce qu'on appelle des cendres volantes, parce qu'elles sont les plus légères. Et ça, c'est une petite photo au microscope, parce que je trouve qu'elles sont super jolies. Des cendres volantes au microscope, ça donne des belles sphères bien rondes, des sphères quoi, qui sont en général creuses, et à l'intérieur, elles sont remplies de plein de petites sphères. Donc c'est plein de petites sphères. Et du coup, cet aspect-là sphérique, pour le procédé tel que je vous le présente là, parce que ce n'est pas toujours le cas, ça va intéresser beaucoup de gens. C'est pour ça qu'on peut valoriser ces cendres volantes. J'en ai apporté là. On ne voit pas qu'elles sont sphériques, mais bon. Ça va intéresser en particulier, j'ai un transparent après, les cimentiers ou les gens qui font du béton pour se substituer au ciment, enfin pour entrer dans la composition du ciment ou pour se substituer au ciment dans le béton. Parce que cet aspect roulement à billes, ça va faire en sorte que la maniabilité est très bonne. Voilà, ensuite le fameux laveur, et du coup, ce laveur qui lave, qui permet d'éliminer, donc là on a éliminé les NOx, là on élimine plein de poussière, là on élimine le SO2. Et du coup on fabrique ce qu'on appelle du gypse. Et le gypse, c'est quelque chose qui est très recherché, qu'on valorise aussi. C'est un exemple de gypse Voilà, donc tout ça pour vous dire qu'il y a plein d'effluents possibles, il y a plein de trucs à gérer, mais le procédé il est vraiment hyper complexe et il y a plein de choses de mise en place pour limiter l'impact quand même. Qu'est-ce qu'on fait des métaux lourds, par exemple? C'est le côté un peu... Non, c'est bon. On m'entend? Qu'est-ce qu'on fait des métaux lourds? Alors, ça dépend où ils sortent. Alors, ça dépend où ils sortent. Alors, par exemple, pour parler que du mercure, mais on pourrait parler de plein d'autres choses, le mercure, il a tendance à sortir à la cheminée. Et en fait, on s'est rendu compte qu'en installant un absorbeur, il y a une partie du mercure qui reste piégée dans ce qu'on appelle les boues. Voilà, c'est pour ça que j'ai écrit là des boues, des choses qui ne sont pas du gypse. En fait, le gypse se valorise, la partie qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme, c'est des boues. Il y a beaucoup de mercure qui se piège là-dedans. Et puis après, les boues, on les met en décharge, en fait. Voilà. Donc on essaie de... En fait, pour gérer la pollution, il n'y a pas 36 solutions. Soit ça disperse, on dilue, soit on concentre. Donc là, l'aspect... Bon, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a rien du tout qui sort à la cheminée, en fait. Il y en a quand même un peu. Tout ça, c'est très surveillé, mais il y en a quand même un peu. Voilà. Donc là, je ne vais pas vous lire tout le texte, je vais juste vous mettre l'accent sur le fait que
Il y a une réglementation qui est bien stricte, qui va surveiller tous les effluents dont on a parlé. Et quand il y a une installation, une unité qui se construit, il faut pouvoir prouver qu'elle respecte ce qu'on appelle les meilleures techniques disponibles. Donc c'est des documents techniques qui décrivent comment est-ce qu'il faut faire, et puis il faut prouver que l'installation, elle a bien un laveur, elle a bien une SCR, elle a bien plein de choses comme ça. La réglementation impose des surveillances, des surveillances des émissions, et elle impose des valeurs limites d'émissions. Donc si tous les jours, de façon horaire, en fait, on mesure la pollution, elle doit être enregistrée, moyennée, on doit informer qu'on a produit autant de polluants, et puis il est possible que si on dépasse trop, l'unité est obligé d'arrêter. Donc il y a de l'autosurveillance, il y a des contrôles qui sont faits par des agences externes, voilà. Et puis des déclarations sont faites, des taxes sur les activités polluantes existent. Donc il y a quand même plein de réglementations qui va faire que on va essayer de limiter les dégâts. C'est des exemples de ces meilleurs disponibles. Donc, par exemple, on va essayer d'optimiser le rendement thermique de l'installation. Donc, je vous ai parlé de la pulvérisation. Il faut qu'on fasse un bon mélange. Voilà. Après, au niveau de l'eau, il faut qu'on ait un cycle thermodynamique, c'est-à-dire des caractéristiques de pression, de température les plus optimales possibles. Alors, vous avez peut-être déjà entendu parler de supercritique. Ça veut dire qu'on est en très haute pression, très haute température, et c'est ce qui va donner le meilleur rendement. Donc voilà, en aval, je vous en ai déjà parlé, tout ce qui est filtration, et voilà, je vous ai juste mis quand même des chiffres. Là, les filtres, là, on a deux types, ils ont une efficacité de 99% quand même. Donc voilà. Ça, c'est des choses qu'on n'entend pas souvent, mais on gère quand même cette pollution, sinon ce serait encore pire que ça n'est. Pareil pour les émissions de SO2, l'efficacité elle est entre 92 et 98%. Sinon, parce qu'avant on parlait beaucoup de pluie acide. Oui. Une petite question. Quand on dépasse les seuils de pollution, est-ce qu'il y a une obligation d'information de la population qui est inscrite? Ah, population. Ça, en fait. Parce que je sais que moi j'habite dans une région du côté de Martigues, en fait, ah oui. où il y a beaucoup de raffineries. Effectivement, quand il y a des... Moi, je travaillais pour la centrale de Provence. Ouais. Donc, il y a quand même une info qui ouais. Qui est diffusée pour dire que... il y a des alertes, on incite les gens à limiter certaines... Ouais, parce que bon, donc ça, c'est la théorie. Mais après, voilà, ça reste des choses qui fonctionnent plus ou moins bien. Il peut y avoir un problème sur l'installation qui fait que, par exemple, le dépoussiéreur ne fonctionne pas, et là, tout part à la cheminée. Donc, soit on essaie de résoudre rapidement, soit si on n'arrive pas, on arrête et on répare, puis on essaie de trouver une solution. Oui, parce que le principal, c'est quand même que la population, voilà. en quelque sorte, soit informée des choses qu'elle doit mettre en œuvre pour se protéger, quoi. Tout à fait. C'est quand même essentiel. Enfin, je pense que c'est une des choses essentielles. Donc normalement c'est fait. Voilà. Pour les NOx, c'est une efficacité de 90%, mais ça doit même être un peu au-delà. Voilà. Si je résume un petit peu votre explication sur le charbon. Ce qu'on voit là est applicable sur les centrales françaises. Oui, elles sont appliquées sur les centrales. Et elles sont assez énormes. Ouais. J'ai vu passer dans vos présentations, vos slides, je cherchais le terme en anglais, excusez-moi, UE, donc je pense que normalement elle devrait être applicable aussi à l'Union européenne. Oui, c'est ça, mais en fait... Sachant que des pays comme la Pologne doivent avoir des antiquités au niveau central qui datent des années 50 de la grande ère soviétique, qui doivent, à mon avis, avoir beaucoup de difficultés à mettre à niveau. Alors en fait, elles ont droit. Alors en fait, moi je travaillais justement dans des installations qui étaient un peu dans ce cas de figure, parce qu'elles étaient très anciennes. Et par exemple, le dépoussiéreur existait, mais tout ce qui était lavage des fumées et puis réduction des NOx, ça n'existait pas.
Sauf que les normes, elles tombent. Alors, en 2008, il y a une première norme qui est tombée, qui disait, voilà, ça impose de, je ne sais plus, en 2008, ça devait être 500 mg. Donc, voilà, l'inox était à 1000 mg par mètre cube, même peut-être plus, on sait à l'avance que 1er janvier 2008, il faut qu'elle soit à 500. Donc c'est à l'industriel de se dire, bah voilà, qu'est-ce que je vais faire pour respecter la réglementation. S'il peut, bah, de toute façon, il est obligé d'investir. Donc voilà, il y a des gros travaux qui sont faits et il est possible d'installer, s'il y a la place, d'installer un système pour baisser ses émissions. Et s'il n'est pas capable, eh ben, il y a une dérogation, eh ben, il s'engage au bout d'un certain nombre d'heures, d'arrêter complètement de produire. C'est-à-dire l'installation est terminée. Donc moi, moi dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, les plus grosses unités étaient encore assez jeunes, mais elles n'étaient pas équipées. Donc il y a eu l'investissement de fait pour les équiper, pour faire du lavage humide, pour faire de la dénitrification. Et par contre, les plus petites, qui étaient encore plus anciennes, elles ne pouvaient pas. Du coup, on savait qu'à telle date, elles allaient s'arrêter, c'était la fermeture. Et c'est ce qui s'est passé. Donc voilà. Alors un petit truc sur les cendres. Alors là, je vous ai apporté 2-3 échantillons. Alors les cendres de foyer, je vous ai dit, donc ça c'est pas des cendres de foyer. Des cendres de foyer, c'est des cendres qui, en fait, vous en voyez là, la photo de droite là. Je sais pas si vous voyez le filet qui coule là. On dirait de l'eau, hein. C'est des cendres. C'est des cendres qui coulent comme ça. Alors donc ça c'est des cendres qui coulent. Donc dans la partie là où on brûle le charbon, il y a une partie qui coule et puis une partie qui s'échappe avec les fumées. Et donc la partie qui coule, en fait c'est du verre, c'est vitrifié, ça ressemble à ça. Donc je vais juste montrer là les cendres. Donc voilà, donc ça c'est pas le process normal. Ça je veux dire par là, un gros morceau comme ça, c'est pas normal. Normalement ça éclate en petits grains parce que ça tombe ça tombe dans l'eau et c'est du verre qui est figé en fait et voilà. Normalement ça s'appelle des cendres de foyer. Alors il y en a qui disent, comment on dit, des scories. Il y en a beaucoup qui parlent de scories, mais c'est pas des scories, c'est des cendres de foyer. C'est le terme consacré. Voilà. Bon, alors ça c'est pour les cendres de foyer, mais la grande partie a tendance à partir avec les fumées. Et puis s'il n'y avait pas de dépoussiéreur, ça partirait, ça ferait des gros nuages noirs au-dessus des cheminées. Bon, là, on a des nuages, mais pas trop noirs quand même. Et du coup, c'est des petites cendres, voilà, comme ça, des petites sphères. Et donc, je vous ai apporté un exemple de... Bon, le bouchon, il est super hermétique. En fait, attention, c'est hyper fin, très très fin et ça part, ouais. Alors, ces petites billes, elles sont intéressantes. Donc, en fait, en France, on les valorise. En fait, c'est intéressant de les valoriser parce qu'en plus, ça rapporte de l'argent. Et puis, du coup, on n'a pas ce stock de cendres à gérer. Et donc, ça, c'est une petite présentation de tout ce qu'on peut faire avec les cendres. Donc, ça, c'est des centrales françaises. Mais ailleurs, c'est pareil. Donc, dans les travaux routiers, principalement dans les bétons, le ciment, il n'est pas écrit ici, liant et ciment. Voilà, et puis moi en ce moment je suis en train de travailler avec quelqu'un qui brûle de la biomasse et qui récupère des cendres qui sont très riches en calcium. Alors je ne sais pas si vous avez vu, mais en ce moment sur les champs on voit des gros tas de blanc, c'est du calcaire pour corriger le pH du sol. Et en fait, il y a des agriculteurs qui, eux, préfèrent prendre des cendres, les cendres qui sont les plus riches en calcium, parce que donc l'industriel revend ses cendres, et puis ça corrige très bien, ça marche très très bien. Bon, voilà. Et donc, ah oui, juste un truc, et puis ces cendres, en fait, ces cendres volantes, celles qui passent là, les plus fines, elles ont ce qu'on appelle des propriétés très intéressantes de pouzzolanicité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on les mélange avec de l'air chaud, ça fait des composés, ces composés, ils font prise sous l'eau. Donc en fait, c'est comme un ciment. En fait. C'est pratiquement la même composition chimique qu'un ciment. Voilà, donc vous saviez tout ça là pour les cendres? C'est vrai qu'on en parle peu. C'est pour ça que je voulais en parler, parce que c'est des choses dont on parle peu. Alors,
après, je veux aussi dire la vérité, toutes les cendres ne sont pas valorisables. Il y a des procédés qui sont un peu... Parce qu'on ne peut pas gagner sur tous les tableaux. S'il y a des procédés qui permettent de brûler des combustibles un peu pénibles, je veux dire par là pas des charbons ou des charbons de basse qualité, on a des techniques pour les brûler correctement. Correctement, je veux dire pousser la combustion, bien que il n'est pas prévu pour ça au départ. Mais du coup, voilà... ça dénature un peu les cendres, ne sont pas suffisamment de bonne qualité pour les valoriser de façon correcte. Bon, donc voilà, donc globalement on en valorise beaucoup, mais pas forcément tout. Du coup, on met en décharge et voilà. Donc là, je vous ai mis un petit bilan des normes, des limites imposées pour différents pays. Donc par exemple, la France, donc je vous ai parlé tout à l'heure de 500 mg en 2008. En 2016, on a encore divisé par 2. On est pour les NOx et pour le SO2. Et puis j'ai entendu dire que ça allait encore diminuer. Donc pour la France, par exemple, on ne peut pas produire de l'électricité en dépassant le 200 mg par normomètre cube. Donc il y a des moyennes qui sont calculées. Voilà, il y a des... Pour les poussières, c'est 50. Je vous ai mis en face la norme actuelle en Allemagne, qui est un peu plus contraignante. Alors, on dit toujours l'Allemagne, son charbon. Mais voilà, enfin, moi je travaille avec les Allemands, ils sont quand même, au niveau combustion du charbon, je ne veux pas défendre le charbon, mais ils savent faire quoi. Ils savent faire pour que ce soit le minimum polluant. Bien que, alors il y a un truc sur lequel on ne pourra jamais rien faire, c'est le CO2. Mais ils savent faire pour que ce soit le minimum impactant. Donc voilà, donc si vous voulez après vous amuser à calculer, qu'est-ce que ça veut dire cette concentration, sachant que pour une unité de 600 MW, il y a 2 millions de mètres cubeurs qui sortent en fumée. Et si sur ces 2 millions, il y a autant de pourcentage de NOx, de poussière, de SO2. Donc, bien qu'on mette tout en œuvre pour réduire la pollution, vu les quantités de fumée qui passent, il y en a quand même, forcément. Voilà. Mais je pense que c'était quand même bien de faire la part des choses, de savoir que c'est pas aussi pourri et noir qu'on peut le dire. Alors, pour finir sur cet aspect fossile, donc là, je vous avais montré cette photo. C'est un cycle combiné gaz d'EDF Bouchain, donc c'est dans le Nord, en fait. C'est un rendement record mondial. Voilà, s'il a été battu, c'est vraiment il n'y a pas très longtemps. Donc un rendement de 62%. Pourquoi il y a une course au rendement? Parce que là, je vous ai mis les émissions de CO2 en fonction du rendement, pour différents combustibles. Donc par exemple, les charbons les plus polluants, l'anthracite, la lignite, voilà, c'est les plus polluants. Et puis, vous voyez, la courbe verte, c'est du gaz naturel, enfin du méthane. Donc c'est ce qu'on va brûler principalement dans des chaudières comme ça. Voilà, on a baissé d'un rang quand même par rapport aux émissions de CO2. Et puis en jouant en essayant de... Cette courbe est décroissante, donc plus on est efficace, moins on fait de CO2 par mégawatt produit. Du coup, on va chercher à monter le plus possible l'efficacité. Donc avec ce rendement de 62%, par exemple, on est à peu près là. On est à peu près en 350, donc juste pour la combustion. Tandis qu'au charbon, on est à 900. Donc on a divisé par 3 les émissions de CO2 par mégawatt. Donc, la combustion du gaz naturel, dans le cadre d'un cycle combiné gaz, c'est bien pour le CO2, c'est beaucoup moins polluant, il y a moins de CO2, il y a moins de NOx aussi, il n'y a pas d'oxyde de soufre. Voilà, mais en fait, le fait de brûler du méthane, en fait, il faut aussi tenir compte de tout ce qui se passe avant, le forage, l'extraction, le transport, et du coup, là, on a des risques de fuite de méthane, qui est un gaz à effet de serre 25 fois plus impactant que le CO2 sur une durée de 100 ans. Le pouvoir de réchauffement global est 25 fois plus élevé. Donc voilà, ce qu'on gagne ici sur le rendement, on va essayer un peu à mettre entre parenthèses, à limiter à cause de cet aspect-là. Je peux me permettre une question? Oui. La question, pour moi, porte sur l'origine des matières premières, charbon comme gaz. Oui. Sommes-nous en situation de partielle autonomie ou sommes-nous tributaires? Pour ce qui est du charbon, on a arrêté l'exploitation française dans les années 2000. Donc on est dépendant de l'Allemagne, c'est ça? Non, on va chercher nos charbons beaucoup plus loin que ça. Le gaz, c'est Russie? Le gaz, je connais moins.
Mais le charbon, c'est l'Afrique du Sud, l'Australie, les États-Unis, voilà, tout ça, c'est des charbons qui sont susceptibles. Alors voilà, après c'est compliqué aussi parce que des chaudières sont construites pour un charbon ou une gamme de charbon. Puis après, on passe au charbon d'importation. Voilà, moi, ça a été une partie de mon travail, trouver le bon charbon qui va dans la bonne chaudière. Mais voilà, c'est ces provenances-là. Je sais que pour le gaz, on est dépendant à 60% Ouais. de la Russie. Ouais. Le charbon, je sais moins. Je sais pas Bah, comment on, ça est se passe. on est dépendant de... Donc on est dans le retraitement en fait. On est incapable pour l'instant de garantir dans ces Oui, domaines-là ouais, mais... une ressource propre. Oui, dans le charbon, oui, à moins d'ouvrir des mines. Le coût d'extraction du charbon actuel Voilà, en France serait prohibitif. c'est ça. Et toutes les mines que nous avons actuellement sont en phase d'être toutes noyées. Donc ça serait inexploitable dans les conditions actuelles, même si on renvoyait des hommes avec des machines, etc. Très difficile. Ce que j'en sais. Ouais, c'est exactement ça. Les mines en Afrique du Sud sont exploitées avec un coût beaucoup plus bas que les mines en Lorraine. Ouais, les dernières mines que j'ai connues, quand j'ai commencé à travailler, c'était Bassin-Lorrain, Kreuzwald, tout ça. Donc on peut se permettre d'inclure le coût des transports dans le coût Oui. de l'environnemental. Ah oui. Oui, Souvent, oui. on oublie ça. Oui. Mais d'ailleurs, dans ce transparent suivant, voilà, on fait un petit bilan sur les émissions de CO2 en tenant compte du cycle de vie, c'est-à-dire on prend tout en compte. Parce que là, ce dont je vous ai parlé jusqu'ici, c'était juste la combustion. Donc évidemment, ça fait plein de CO2. Mais il faut effectivement prendre en compte tout ce qu'il y a avant, l'extraction, le transport, enfin tout quoi. Et du coup, quand on fait ça, quand on intègre tout pour toutes les filières, eh ben, on peut donner à peu près des fourchettes sur les gaz à effet d'émission de CO2 par mégawattheure produit. Et donc, voilà, on voit que quand même, tout ce qui est charbon fossile, tout ce qui est fossile avec le lignite et le charbon, c'est ce qui donne les émissions les plus élevées. Alors la différence entre lignite et charbon, en fait le lignite c'est un charbon qui n'a pas encore mûri, il n'est pas mature en fait. Donc la molécule que je vous ai montrée au début, là, avec plein de carbone partout, en fait elle n'est pas aboutie à ce niveau-là. Donc il y a du carbone, mais des petits morceaux comme ça collés, mais voilà. Et du coup quand ça brûle pas bien. Voilà. Alors voilà, le pétrole, le gaz naturel, donc voilà, on a diminué à peu près par 2. Je vous avais dit 3 dans le transparent d'avant parce qu'on peut tenir compte que de la combustion. Donc là, c'est en intégrant tout. Ensuite, le photovoltaïque, on est à 85. Alors, je vais tout de suite passer aux choses dont on va parler à la suite. L'éolien, on est autour de 26. Donc ça, c'est issu d'une publication là, dont la référence est ici. Alors, les traits, c'est des pourcentages d'erreur, en fait. Donc, vous voyez, on peut monter même très haut, 1400. Voilà. Après, le photovoltaïque, voilà aussi, la marge d'erreur est grande parce que ça dépend où c'est fabriqué, comment c'est fabriqué. Voilà. Et puis ça, c'est un autre tableau, une autre source. Ça vient des données, c'est les données du GIEC dans leur rapport 5. Et donc, c'est les valeurs qu'ils ont utilisées. Voilà, les ordres de grandeur sont à peu près les mêmes que là. Donc, on retrouve quand même que le nucléaire, il est quand même très bas. Aussi bas que l'éolien. Voilà. L'éolien, surtout l'éolien marin, plutôt que l'éolien terrestre d'ailleurs. Voilà, donc malgré tous nos efforts, ce charbon... Une question. Ouais. Oui, si on prend cet élément index, l'extraction, le transport, quelle est la source d'énergie en fait qui offre les meilleurs rendements d'un point de vue énergétique? Ah, si on prend tout en compte, oui, parce qu'au final, c'est ça globalement qui nous intéresse. Mais ça dépend. Le rendement pour former le moins de CO2 non, pour faire de la vapeur, par exemple. Pour faire de l'électricité, pour produire de l'électricité. Tout à fait. En kilowattheure, plus rentable en kilowattheure. Je pense que ça reste quand même le nucléaire, vu les valeurs qu'on vient de voir. Parce que les nucléaire. valeurs qu'on vient de voir là, ça intègre tout. Par rapport à l'énergie produite.
Oui, par rapport à l'énergie produite. Bah oui, un réacteur nucléaire, c'est voilà, 1400 MW d'un coup. Et du coup, les énergies renouvelables n'ont pas non plus cette possibilité de... Bah, les énergies renouvelables, il n'y a pas beaucoup de CO2, ok, mais ça ne produit pas grand-chose, quoi. Ça ne produit pas grand-chose, c'est une source d'énergie tellement Oui, mais il diluée. n'y a pas de transport, il n'y a pas d'extraction. Donc est-ce qu'au niveau Oui, mais rendement global, est-ce que c'est pas... Oui, mais quand même, quoi, en fait. Par rapport à l'énergie produite, même si elle est puissante, enfin voilà, si elle est censée produire 5 MW, en fait, elle a un facteur de charge tellement bas. C'est surtout peut-être parce qu'on est obligé de l'injecter en live, je dirais, qu'on peut pas la stocker. Non, c'est juste que pour qu'une éolienne, elle fonctionne bien, il faut du vent, quoi. Il faut un vent puissant, il faut au moins 45-50 km/h de vent. Et ça, c'est loin d'être le cas. En dehors du vent, il y a aussi les usines marémotrices qui peuvent aussi fonctionner. Enfin, il y a plein de... Oui, mais alors les usines... de possibilités. Après, ouais. Peut-être que la maintenance, il faut intégrer son coût. Oui, il faut tout intégrer. Ouais, c'est vrai qu'il faut tout évident, intégrer. Mais quand même... C'est compliqué, parce qu'il y a une usure. Usine marémotrice, il y a une usure. Il y a un ensablement, il y a des sites particuliers parce qu'il faut des marées très importantes. Ce qui fait que, bon, en France, on a la Rance et puis c'est un peu limité. Bon, Saint-Michel, ils n'en veulent pas, je déconne. Après, ce qui est possible d'utiliser, c'est les courants marins qui, eux, sont plus constants. Mais il faut mettre en place une technologie qui, actuellement, je pense, on ne veut pas investir. C'est-à-dire que là, il faut mettre des turbines dans l'eau à des endroits donnés et se servir des courants marins existants qui entraînent à ce moment-là les turbines en permanence. Et qui auraient un rendement très élevé, à mon avis. Oui, il existe des sites expérimentaux qui donneraient des bons résultats, mais c'est toujours pareil, c'est une histoire de coût de production et de volonté politique. Mais d'abord le coût. La volonté politique est derrière, parce qu'il y a les lobbies en face. On n'en dira pas plus. Excusez-moi de cet aparté. Oui. C'était juste pour être complémentaire par rapport à ce que madame expliquait, c'est que les chiffres qu'on voit effectivement, c'est calculé par rapport au cycle de production, donc ce qui prend en compte la construction en fait, d'usines, de parcs éoliens ou photovoltaïques, avec tout ce qui est coût de maintien, acheminement des ressources pour qu'elles fonctionnent pour des cas de centrales à charbon ou nucléaire, donc uranium ou charbon, et ainsi le coût de démantèlement en fait. Et si en fait on a des valeurs qui nous paraissent aussi faibles par rapport à du nucléaire, par rapport à des parcs photovoltaïques, c'est que par exemple photovoltaïque, il faut compter dans l'histoire que ce sont des exploitations de terres rares, de métaux rares en fait, pour pouvoir en fait construire les panneaux. Et ensuite, il y a tout ce qui est de l'ordre du démantèlement, parce que la durée de vie d'un panneau photovoltaïque, si je dis pas de bêtises, elle est de l'ordre d'une 25 ans, quelque chose comme ça, il me semble. Après, il y a différents types de panneaux photovoltaïques qui ont des durées de vie différentes et qui ont des rendements aussi différents. Mais globalement, c'est pour ça qu'on a des valeurs qui sont aussi élevé par rapport à du nucléaire. Voilà, c'était juste ce point-là par rapport à ça. Voilà, de toute façon, à chaque fois qu'on va disperser l'énergie, forcément, c'est vrai que ça peut marcher, mais par rapport à nos besoins, voilà, ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce que forcément, il faut concentrer à un moment donné. Bon. Donc si on fait une petite synthèse de tout ça, ben écoutez, donc le charbon, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est toujours pour faire brûler du charbon, c'est une installation complexe. On recherche un maximum de rendement. Il y a quand même de nombreux moyens qui sont mis en œuvre pour limiter les polluants. Donc voilà, tout ce dont on a parlé. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est par rapport au rejet d'eau. Moi, j'en ai parlé vaguement au début, mais il y a toujours une station de traitement d'eau avant rejet. On ne rejette pas de l'eau qui a été fait tout un circuit comme ça. Voilà, mais bon, tout ça, c'est bien, mais c'est jamais efficace à 100%. Et puis, au fur et à mesure du temps, il y a le vieillissement qui fait que dans le temps, on a des dérives et qui fait chuter l'efficacité. Alors, l'essence, je vous en ai parlé, elles sont valorisées en grande partie. Mais le point faible de ce charbon, c'est quand même ça, les émissions de CO2. Bon, c'est variable selon le procédé, selon le combustible, selon d'autres paramètres voilà, liés au combustible et au procédé. On peut retenir la valeur de 900 grammes par kilowattheure.
Et donc, c'est l'une des techniques de production électrique la plus émettrice. Voilà, pour le charbon. Donc voilà, ce dont je voulais vous parler. Donc voilà, pour moi, la première chose à faire, c'est d'essayer de comprendre dans les grandes lignes comment ça marche. Parce qu'on ne peut pas comprendre quelles sont les contraintes, quels sont les avantages ou voilà, les questions posées si on ne sait pas comment ça marche. Alors l'une des questions qui revient assez souvent, c'est les ressources en uranium sont-elles limitées? Est-ce qu'on va être un jour coincé? Est-ce que c'est dangereux? Donc dangereux, est-ce qu'il y a quels sont les qu'est-ce qu'on sait, quels sont les risques pour les populations? Alors on parle aussi des accidents, donc voilà, je voulais juste repasser en revue les 3 accidents majeurs, Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? Est-ce que ça peut se passer en France? Quelles sont les leçons qu'on a pu tirer? Alors, je vais dire aussi un petit mot sur l'EPR. Est-ce que l'EPR est un échec? Parce qu'on entend beaucoup de choses sur le sujet. Le nucléaire dans le futur, c'est quoi? Est-ce que ça va être plein d'EPR? Est-ce que ça va être rien du tout? Est-ce que ça va être d'autres choses? Ou, voilà, quelle est l'évolution prévue ou pressentie? Et puis, la question aussi majeure, c'est on ne sait pas quoi faire des déchets, mythe ou réalité. Donc un petit rappel, donc ça c'est toujours Gravelines. En France on a 58 réacteurs et ils sont tous de la technologie réacteurs à eau sous pression. Contre 450 réacteurs dans le monde. Donc la puissance installée c'est 63 gigawatts. Le chiffre 2018 qui sort du rapport de RTE, tous les gens ils publient un rapport sur les différentes productions et selon les sources. Donc il y a eu 548 TWh produits en tout, et il y en a à peu près 400 par le nucléaire. Il y en a eu 39 par le thermique, donc le charbon fossile, 28 TWh par l'éolien et 10 TWh par le solaire. Et puis là-bas, vous avez l'EPR en construction. Est-ce que vous savez comment ça marche un réacteur à eau sous pression ? Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, en fait, dans un réacteur à eau sous pression, il y a 3 circuits. Alors, on va commencer par le circuit primaire. C'est le circuit qui contient la radioactivité. C'est là où se produit la réaction de fission. Et du coup, c'est là où se dégage la chaleur qui est nécessaire pour chauffer l'eau. Donc c'est un circuit qui contient de l'eau du circuit primaire, qui fait tout un tour. Là, il y a une pompe qui pousse, voilà, ça fait tout un circuit. Alors, ce circuit, il est mis sous pression. Donc, on monte à 155 bars. Oui, c'est écrit là. Pourquoi? Parce que si on ne mettait pas sous pression, c'est-à-dire on n'appuie pas. Si on n'appuyait pas, qu'est-ce qui se passerait? L'eau, elle se mettrait à bouillir. Donc, on met sous pression pour éviter que l'eau du circuit primaire, à aucun moment, elle ne doit bouillir. Si elle bout, c'est qu'il y a un sacré souci et voilà. Donc, à un moment donné, cette eau qui s'est mise à se réchauffer, elle va passer dans une enceinte qui s'appelle le générateur de vapeur. À l'intérieur, donc, elle va circuler à l'intérieur de tubes. Du coup, voilà. Et à l'intérieur de ces tubes, c'est l'eau primaire. À l'extérieur, c'est l'eau d'un autre circuit. Et donc, c'est bien séparé. Il n'y a pas de mise en contact entre les deux. Il y a juste un contact par le biais de cet échangeur. Il n'y a pas de mélange, je veux dire. Voilà. Donc, l'eau du circuit secondaire, voilà, on la pousse. Hein, c'est une pompe qu'on appelle une pompe alimentaire parce qu'elle alimente le circuit secondaire. Elle se chauffe, elle se transforme en vapeur. Cette vapeur à haute pression, elle va être utilisée pour entraîner la turbine. Là, on fabrique l'électricité. En sortie de la turbine, la vapeur, elle est à basse pression puisqu'elle a donné tout ce qu'elle pouvait en énergie. Et puis, du coup, elle commence déjà à se transformer un peu en eau. Et du coup, on va la récupérer, on va la condenser. Alors, pour la condenser, il faut récupérer la chaleur liée à la condensation de cette vapeur. Du coup, on a l'obligation d'avoir une source froide qui va venir prendre l'énergie liée à la condensation de cette vapeur. Voilà, donc ça c'est le 3e circuit, c'est le circuit d'eau de circulation qui passe dans un condenseur.
Voilà, c'est bon, c'est clair? Alors, nous, ce qui nous intéresse, c'est de faire une fission, c'est-à-dire qu'on a un combustible. Dès qu'il y a un combustible à base d'uranium, alors il y a plusieurs types d'uranium selon le contenu de son noyau, le nombre de protons, le nombre de neutrons. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est l'uranium 235, c'est lui qui est fissile. Mais la présence d'uranium 238 est importante parce qu'elle va jouer un rôle dans la sécurité de l'installation. Donc on envoie un neutron et puis en se cassant, donc c'est la fission, il va libérer de l'énergie. Voilà, donc cet uranium est sous forme d'oxyde, un oxyde d'uranium, qui est enfermé dans des petites pastilles en zirconium. Ces petites pastilles, on les enfile dans des crayons. Et ces crayons, on les rassemble en ce qu'on appelle un assemblage. Donc voilà, ça c'est un assemblage de crayons. Voilà, et c'est bien calculé pour que ça se passe bien, pour que les crayons soient bien séparés les uns des autres. Et c'est ça qu'on met dans la cuve du réacteur. Voilà. Donc en fait, à la base, comment est assurée la sûreté? C'est-à-dire, on va essayer de trouver les parades les plus avancées pour éviter que la radioactivité parte à l'extérieur. Donc il y a ça repose sur 3 barrières. Normalement, c'est 3 barrières. Donc, tous les réacteurs à eau sous pression en France, ailleurs, sont sur cette technologie-là. Donc la première barrière, c'est la gaine métallique des pastilles. Voilà, ici à droite. La deuxième barrière, c'est le circuit primaire. Donc tout ça qui boucle sur lui-même. Donc l'enveloppe du circuit primaire, c'est la cuve, les tuyauteries en acier. Et puis la dernière barrière, c'est une enceinte en béton qui va normalement devoir résister. Donc il y a une enveloppe en béton ou 2 enveloppes en béton, alors ça dépend. On a fait évoluer la technologie pour renforcer de plus en plus la sûreté. Voilà, donc on surveille plein de choses. Donc par exemple au niveau des gaines, on va surveiller tout ça, c'est bien étanche parce qu'il peut y avoir de la corrosion qui va se produire. Enfin voilà, tout ça c'est bien surveillé. Et puis je vous ai dit pour le combustible, et aussi la teneur en uranium 238 qui n'est pas celui qui va faire la fission est importante. Donc ça va éviter par exemple un emballement quand il va y avoir une dérive. Donc tout est normalement bien prévu. Alors voilà, donc c'était juste un peu pour mettre en tête les grandes lignes d'un process réacteur à eau sous pression. Sachant que dans les 3 accidents dont je vais parler, pas aujourd'hui donc, il n'y en a qu'un parmi les 3 qui était un réacteur à eau sous pression. C'était l'accident de 3 Mile Island aux États-Unis. Donc à la fois Tchernobyl et Fukushima, ce n'était pas cette technologie-là. Donc voilà, c'est important de le dire. Alors l'uranium, on va essayer de répondre à la question. L'uranium a des réserves finies. Voilà, donc pour combien de temps on peut tenir? Donc, j'espère que ça ne va pas être trop long à s'afficher. Oui, voilà. Donc, on va juste refaire le cycle un peu de ça. Donc, on a des mines d'uranium qui contiennent des minerais. Les minerais qui ont cette forme-là, hein, des oxydes d'uranium. Et donc, d'uranium naturel, il a un peu d'uranium 235, c'est-à-dire celui qui nous intéresse, et beaucoup d'uranium 238, celui qui nous intéresse moins, celui qui n'est pas fissile. Voilà, donc on va récupérer ce qu'on appelle un yellow cake, je ne sais pas si vous avez entendu parler, parce qu'on va faire toute une étape qui va consister à faire du concassage, du broyage, une dissolution acide, enfin plein de processus pour récupérer quelque chose qu'on va pouvoir gérer après pour l'enrichir. On va d'abord le transformer, donc on va le convertir dans une usine, donc une usine Areva, donc voilà, qui va transformer le minerai en quelque chose qui sera plus gérable. Enfin, pour la suite, le fluorure d'uranium. Et après, on va l'enrichir, parce que nous, le 0,7%, il ne va pas marcher dans un réacteur. Donc, il va falloir l'enrichir. Donc, c'est l'uranium 235, il faut qu'il monte à un pourcentage bien précis, entre 3 et 5%. Donc, il y a différents procédés d'enrichissement.
Là, c'est un procédé par centrifugation. Il y a d'autres procédés, et ce qui explique aussi la barre sur le... Tout à l'heure, je vous ai montré la barre d'erreur sur le CO2. En fait, ça tient compte de ça, en particulier parce qu'il y a un des deux procédés qui consomme énormément d'énergie. Celui-là, on consomme moins. Donc voilà, on s'oriente de plus en plus vers ça. Et ensuite, une fois qu'on a enrichi comme on le souhaite, on peut fabriquer le combustible. Donc en général, en France, c'est des combustibles, c'est des oxydes d'uranium, et parfois, on a sur certaines unités des combustibles uranium-plutonium, c'est ce qu'on appelle le MOX. Un mélange d'oxydes. Voilà, donc une fois que le combustible est fait, on peut l'utiliser dans une centrale. Donc je vous ai rappelé, selon la puissance, le nombre d'assemblages qu'il faut. Et puis, une fois que la durée de vie du combustible dans le réacteur a atteint ce qui est prévu, donc c'est soit 18 mois, soit 24, en général, on sort le combustible. Donc on va récupérer un combustible irradié, et donc des choses qui vont commencer à poser souci si on ne fait rien. Donc le combustible irradié, en fait d'abord il passe dans une usine de recyclage du combustible, et du coup, comme il y a eu du plutonium qui s'est formé dû à la réaction, et puis il y a de l'uranium aussi qui est encore présent, on va essayer de séparer les deux. Du coup, le fait de retraiter, ça va permettre déjà d'économiser un peu de la ressource naturelle. Donc on a de l'uranium retraité, et le plutonium est aussi utilisé pour faire le fameux MOX. Donc ça, c'est dans une usine. Donc on obtient aussi d'autres déchets qui ne sont pas liés au combustible, qu'on appelle des déchets à vie courte, donc faible activité, moyenne activité. Donc ça, on en reparlera quand on parlera des déchets. Et puis donc, séparer des déchets les plus embêtants, l'uranium, le plutonium, donc il nous reste des déchets qu'on appelle des MAHAVL, ça veut dire moyenne activité, haute activité, vie longue. C'est-à-dire, ça, c'est les plus embêtants. Donc ça, on verra que ça va être l'objet d'un stockage géologique profond. Donc on parlera de CIGEO, c'est le stockage géologique profond, un projet qui est censé, qui est en cours d'étude, depuis une trentaine d'années quand même. Donc c'est pas, on n'a pas dit, voilà, on va faire ça en 2 ans. Donc il y a eu 3 lois qui ont encadré ça, il y a eu plein de débats publics, il y en a encore eu un hier. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui avance, et c'est le consensus scientifique qui dit que c'est la meilleure façon de gérer ces déchets à vie longue. Alors pourquoi ça marche? Qui a déjà fait ça? Pourquoi on sait que ça peut marcher? Voilà, ça c'est ce qu'on verra la prochaine fois. Je finis juste sur cette histoire de... Alors si on fait un bilan un peu de qu'est-ce qui nous reste en temps. Donc les réserves d'uranium en France, donc EDF a fait déjà 2 ans de réserve. C'est pas terrible, mais bon, c'est bien quand même. Areva a 30 ans de réserve. Alors, si on reste sur la technologie actuelle des réacteurs à haute suppression, ce qu'on appelle des réacteurs de seconde génération, on en a pour 100 ans, au rythme actuel. Après, en grattant un peu, en cherchant d'autres ressources estimées, en utilisant par exemple, il y a de l'uranium dans l'eau de mer, on peut aller jusqu'à 250 ans. Mais l'idée, c'est que, en fait, on va faire évoluer, on ne va pas rester sur la technologie du réacteur à haute sous-pression, on va passer à d'autres types de réacteurs qui s'appellent des réacteurs à neutrons rapides et qui vont faire de la surgénération. Et du coup, là, on va pouvoir utiliser non plus l'uranium-235 qui est en faible quantité, mais qui va permettre d'utiliser la partie naturelle, l'uranium-238, qui est fertile, c'est-à-dire qui peut donner lieu à la radioactivité dans certaines conditions, et qui va permettre aussi de consommer une partie des déchets. Et du coup, si on fait ça, on peut passer à des ressources qui durent des milliers d'années. C'est les calculs qui ont été faits. Donc on utilisera l'uranium appauvri qui est stocké dans les usines d'enrichissement, et puis on pourra récupérer l'uranium des combustibles usés. Donc en fait, ce qui partirait dans le stockage profond pourrait être réutilisé, donc on pourrait tenir 100 ans avant de devoir réutiliser des mines pour repartir. Donc là, vous avez un petit schéma de ce que c'est qu'un réacteur à neutrons rapides, et on en parlera la prochaine fois. Voilà, je vous remercie. Une question? Ouais. Ces calculs de 30 ans, 100 ans, c'est en fonction de la consommation actuelle?
Oui. D'accord. Donc on ne tient pas compte du fait qu'elle va doubler, voire quadrupler dans les 30 ans qui viennent. Oui, c'est pour ça la vraie que question. c'est pour ça que le fait de savoir qu'il y a des Donc, oui, ressources peut-être. estimées qui peuvent aller plus loin, ça nous couvre quand même. Et puis sachant on avance quand même pas mal sur les réacteurs de 4e génération. Donc voilà. Après c'est des choses. Et sur la fusion, Ah, c'est pas prévu que j'en parle. ITER, je connais pas bien. Oui, c'est un rêve du futur. Oui, effectivement. parce il va falloir des énergies un peu plus conséquentes pour les années à venir. Parce qu'on a quand même une démographie qui augmente. Donc c'est vrai que les gens, il faut les nourrir, Oui, pour tout les à habiller, fait. mais il faut aussi nourrir les machines La qui vont les fusion, habiller. la fusion, c'est vrai que c'est quand même un vieux rêve, mais je trouve qu'on est. Enfin voilà, c'est. Personnellement, j'ai moins d'espoir Parce que que ça se les- concrétise facilement, rapidement, quoi. Mais vu la démographie qui augmente, les gens, bon, il faut les nourrir, il faut les loger, tout ça. Mais il y a beaucoup plus de machines qui vont demander de plus en plus d'énergie. Oui, ça peut être Donc, exponentiel, pour tout à l'instant, fait. on est dans un stade, en fait, où Oui, il y a plein d'incertitudes, hein, c'est sûr. on peut pas se projeter sur l'avenir. C'est pour ça que la fusion, peut-être, enfin, Oui. je sais pas. Oui. Oui. Mais- C'est une. Oui. ou autre chose, ou... C'est pour ça que les réacteurs à neutrons rapides, enfin, moi je pense que ça fait la bonne transition. Mais le problème, c'est que c'est pas pour après-demain, c'est pour quasiment maintenant. Oui, bah, il y a plein de choses de fait. Il y a des réacteurs expérimentaux qui. Puis les neutrons rapides, on connaît quoi. Bon, il y a eu une volonté politique de fermer, mais Superphénix, c'est ça quoi. Ouais, je sais bien. Ouais. Donc, bon. Superphénix amélioré quoi, en limitant les problèmes. Alors juste, je pense que niveau démographie, en fait, ça va pas continuer à augmenter exponentiellement comme ça l'a fait. Ça commence déjà un petit peu à ralentir. Alors, on va pas stopper net d'un seul coup, hein, mais, Ouais, il va y avoir ça un commence pic, déjà ouais. un petit peu à ralentir, etc. Il y a beaucoup plus de moyens qui sont mis Ouais, tout à fait. dans tout ce qui est... J'ai plus le nom. contrôle des naissances. Voilà, contraception, voilà. Contraception, contrôle des naissances. Voilà. Ouais. Donc voilà, il y a beaucoup de pays qui commencent à y avoir accès, etc. Donc ça commence un petit peu à... Mais en général, quand on parle justement de la démographie qui monte, on pense surtout les C'est gens, vrai, non mais tu as raison. il faut Oui, les il y a nourrir, le lien il avec faut les l'énergie, habiller. oui, tout à fait. Mais pour les habiller, il faut des machines. Bien sûr. Et plus il faut les habiller, non, mais c'est plus un il faut tout, de machines. Et plus il faut de machines, plus il faut d'énergie. Donc l'énergie, on va la chercher où au bout d'un moment? Si on ne veut pas dérégler le climat de plus en plus, il va bien falloir chercher une source d'énergie qui soit moins polluante. Et c'est un peu le problème, parce qu'il va falloir de plus en plus Ah oui, non, mais d'énergie. c'est quand même une question très compliquée. Voilà, moi, je suis pas... Enfin, voilà, dans ce que je présente là, c'est pas moi qui vais répondre à la question comment on va faire, est-ce que ça va marcher. Je pense que personne ne peut le faire maintenant, quoi. C'est juste des petits éclairages on extrapole un peu sur ce l'avenir. qu'on sait, ouais. On a toujours une vision un peu noire du futur, quoi. Mais bon, moi, je suis optimiste. Ah, voilà. Est-ce que vous ne considérez pas un peu la réalisation de projets tels que CIGEO comme un échec pour l'industrie nucléaire? Et est-ce que partant de ce constat qu'on va effectivement aller enfouir sous terre des dizaines de tonnes de matière encore radioactive, il faut absolument chercher une solution, non pas, peut-être pas pour maintenir cette consommation pour tous, voire une population qui augmente, mais commencer par essayer de diminuer la consommation. Tout à fait, mais ça c'est pas incompatible. Hein. Moi, je prône pas la consommation à outrance. C'est tous les aspects des choses qu'il faut regarder. La diminution de la consommation, oui, il faut faire des efforts, c'est sûr. Parce que, entre mais nous, je ne considère pas que CIGEO, CIGEO, pour moi, c'est pas un échec. Au contraire, on a trouvé la solution. Ah, vous Voilà. trouvez que c'est une solution? Ouais. Parce qu'on va laisser des trucs radioactifs pendant des dizaines
pendant des milliers d'années, on le sait. Oui, mais on confine. On confine jusqu'à quand, en fait? Jusqu'à quand? En fait, on a des références. Hein. Je voulais en parler, mais on a un réacteur naturel qui existe, qui a existé au Gabon, qui a fait de la fission et qui a été stocké dans des couches géologiques. Et puis voilà, tout s'est arrêté. On a retrouvé des preuves que il n'y a pas eu de diffusion, il n'y a pas eu de problème. Voilà. Ça c'est une des bonnes preuves qui prouve que cette solution, elle est viable, elle est envisageable. Vous parlez du mode de confinement, et effectivement, le mode de confinement, il est peut-être viable. Maintenant, il y a quand même, on prévoit de transporter une partie des déchets de la Hague à Cigéo, si je ne me trompe pas. Ouais. Et par contre, le voyage, il est clairement pas sûr, et on va le refaire 10 000 fois pour emmener ce qu'il y a à la Hague à Cigéo. Donc, avec même 0,1% de risque, on fait un accident sur 10 000 voyages. Le voyage, ouais. De toute façon, le risque zéro, ça n'existera pas. Maintenant, tout est fait pour être sûr qu'en cas de problème, les risques soient limités. Et là, les études qui ont été faites depuis 20-30 ans, tous les scénarios imaginables ont été pris en compte pour être sûr que, s'il se passe ça, si on a un incendie, si on a une fuite, s'il y a ça, qu'est-ce qu'on fait? Et si on a plusieurs éléments qui s'imbriquent les uns dans les autres, qui font qu'on a plein de dérives, qu'est-ce qui se passe et quelle est la pire des catastrophes qui peut arriver? Ça, c'est envisagé. Ça, c'est vraiment des choses qui sont... Et puis l'ASN est derrière l'ANDRA pour être... Mais ça, vous n'avez pas étudié. Voilà, c'est... Il y a quand même eu un paquet de démissions ces dernières années à l'ASN, c'est pas pour rien. Je pense. C'est parce que le nombre de contrôles est passé de 40 à 3 en quelques années. Le nombre de contrôles obligatoires sur une centrale nucléaire. Donc à l'ASN, ça démissionne à tour de bras, quoi. Ah ça, je sais pas. Enfin moi, je vous présente l'aspect scientifique des choses. Tout le reste, je vais pas me prononcer là-dessus. Voilà, moi mon rôle c'est de vous montrer ce que les études ont montré. Le reste, les polémiques, tout ça, je veux pas rentrer dedans. J'aurais peut-être une dernière question, c'est qui vous paye? Ça, moi, je fais ça complètement gratuitement. D'accord. Voilà, je voulais vous dire que moi, je fais de la formation. Je suis payée pour faire de la formation pour promouvoir le fossile. Vous voyez, moi, je fais de la formation pour expliquer aux gens comment fonctionne une centrale qui pollue le plus, hein, qui fait de la production électrique à partir du gaz. Et puis, l'idée, c'est qu'il pollue le moins possible. Voilà, moi, je suis payée comme ça. Sinon, tout le reste, c'est juste par passion. D'accord. Voilà, je suis allée visiter Cigéo Cigéo, le labo d'études de Cigéo, parce que avant de me prononcer, je voulais voir vraiment de mes yeux qu'est-ce qui a été fait. Et voilà, après... Et en tant que scientifique, vous avez trouvé ça? Moi, j'ai trouvé ça super nickel, franchement. Je pense que, après, j'ai mes limites, je veux dire. Hein. Peut-être que je n'ai pas pensé à tout, mais d'après ce qui m'a été présenté, je pense qu'ils ont vraiment balayé une série de questions. Voilà. En fait, c'est une approche déterministe. En fait, on ne dit pas quel est le risque, c'est le risque est là, il va se passer ça. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour limiter voilà. C'est ça. Je trouve que c'est une démarche rassurante, en fait. Moi, je n'ai pas entendu un discours dans le sens ça ne va pas se passer, hein, il ne va pas y avoir de problème. Le discours, ça a été, on va mettre un colis avec plein de matières radioactives, mais imaginez que le colis, on le place mal ou qu'il se casse la figure. Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, moi, ça me plaît parce que on envisage les pires hypothèses et comment on s'adapte. Après, voilà. Donc, de toute façon, je pense que ça doit finir, mais simplement... Je pense pas bien voir le rapport avec les démissions, le fait que les démissions aient un lien direct avec le contrôle. Je pense que ça insinue beaucoup de questions sur les lobbies ou autres. Ouais. Et c'est pas vraiment la question ici. Ouais, oui, voilà. Là, c'est vraiment le traitement des données et le contrôle de sécurité. Peut-être que si vous avez des éléments à apporter, des rapports, des choses qui le présentent, plutôt que des accusations comme ça. Mais oui, je vois bien. Donc voilà, c'est peut-être un petit peu hors sujet par rapport à la conférence et c'est des accusations sur le fait qu'il y ait un contrôle ou pas
Et ça démontre pas, non mais combien même il y aurait des démissions, ça démontre pas la sûreté ou pas du nucléaire. Et pour revenir au projet CIGEO, en supposant qu'il ne soit pas le bon pour vous, je suis pas sûr que maintenant qu'on a ces déchets, de toute façon, on ne peut pas, soit on le garde dans les conditions telles quelles, et c'est pas forcément une bonne idée, soit on continue à avancer vers la meilleure des solutions. Et pour l'instant, CIGEO me semble pas vraiment adapté ce cas-ci. Je suis partisane de personne et j'ai pas de chapelle, hein, mais je pense que ce soit vous, que ce soit moi, il n'y a personne qui cherche la meilleure solution, on cherche tous la moins pire là. Parce que de toute façon, les déchets nucléaires, on les a, hein, donc c'est au moins pire. C'est moins pire que la pollution du charbon, par exemple. Ça, c'est moins pire. Maintenant, voilà, toute action humaine... C'est moins pire s'il n'y a pas de dégâts. C'est-à-dire que c'est moins pire s'il n'y a pas un accident nucléaire, un vrai. C'est-à-dire une tranche qui nous saute à la figure, une contamination, enfin, entre guillemets, un Tchernobyl, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa technologie. C'est moins pire. Mais si ça pète, ça sera catastrophique. Ça, mais on ne dit pas que ça ne va pas le faire. En fait, on met tout en œuvre pour que si ça le fait, les conséquences soient les plus basses possibles. On multiplie les précautions, ça plus ça plus ça plus ça, parce que si ce scénario-là se produit, alors voilà, il y aura ça qui va aller... voilà. Je suis un petit peu sceptique, j'ai visité de fond en comble une centrale nucléaire, j'ai eu ce privilège, jusqu'au cœur, au cœur neutralisé, avec la petite tenue qui allait bien, le compteur Gégère à l'époque, avec les compteurs de Becquerel. Je peux vous dire que j'ai vu des trucs pas possibles. Et je ne suis pas sûr qu'un jour ou l'autre, on n'ait pas un vrai pépin. Ouais, depuis les premiers réacteurs, on n'en a quand même pas eu. Hein. Non, mais quand vous êtes dans une salle où il y a 150 pompes présentes, dont la moitié sont rouillées, et que la personne qui l'a dit, il y en a qui n'ont pas été inspectés depuis 15 ans, vous posez des questions quand même. Il vous le dit naturellement comme ça. Que vous croisez des gens en train de démonter dans des sacs qui sont déchirés, que ça tombe un petit peu à côté, que vous passez... Je sais pas. Enfin bon, à côté de ça, il y a quand même beaucoup de gens qui travaillent dans le nucléaire, qui s'expriment sur la question et qui sont beaucoup plus positifs que ça. Alors, donc après, il y a de tout, quoi. Est-ce que c'est représentatif voilà. Mais c'est... Enfin, ça sera pour nos enfants ou nos petits-enfants, hein, je veux dire, la gestion du futur du nucléaire. Voilà, la seule question qui a été posée par l'ANDRA quand j'ai visité, c'est la transmission de l'information CIGEO. Voilà, ça existe dans le sol, attention, à 500 mètres de profondeur, voilà. Bon, je vous remercie de votre attention, en tout cas. Merci.